Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le morning meeting de 11 heures, le point sur les matières premières qui se clôture à l'instant. Et en somme, tout a été dit. Hier, le marché action corrigeait sur fond de baisse du prix des matières premières, essentiellement de baisse du prix du pétrole. Et bien aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Le marché action se reprend, rebond technique. Et au final, en prenant un peu de recul, on est toujours dans le sillage de cette phase de reprise haussière. Moi je parle d'inertie haussière, l'inertie haussière de fin d'année. C'est plus réaliste que de parler de rallye de fin d'année, parce qu'il n'y en a pas de rallye de fin d'année. Mais l'inertie haussière de fin d'année, c'est lorsque le marché comme ça monte sans volume, des achats à bon compte, de titres qui ont déjà bien performé, ou des titres qui se sont fait massacrer, et des paris de meilleur comportement en 2016, des opérations de bilan, parfois simplement des facteurs intermarchés, Airbus qui se replant quand l'euro-dollar est sous pression. Des choses comme ça qui peuvent se passer. Rebond technique des marchés actions, rebond technique des matières premières après la baisse de la séance d'hier. C'est hyper classique et ça se passe très souvent comme ça lors de la dernière quinzaine du mois de décembre. Alors, vous avez déjà pu regarder la hiérarchie des valeurs du CAC 40 ce matin. À peu de choses près, c'est le contraire d'hier. Si on prend du recul, le marché action de la zone euro reste sous l'influence positive de la séance de mercredi dernier. On avait fait presque plus 3 en Europe. Euh, on a retracé ensuite. Hier, 50% de retracement pour le CAC, 38% de retracement pour le DAX. Pour quelle raison? Là encore, tout dépend de la façon dont ces indices boursiers sont représentés au niveau sectoriel. Beaucoup plus de titres matières premières dans le CAC 40, beaucoup plus de valeurs industrielles non matières premières dans le DAX, qui a donc moins retracé. Ce matin, l'ensemble des marchés actions remontent. C'est le scénario de reprise qu'on défend depuis ce matin, depuis le rendez-vous des scalpers de 8h45, avec des objectifs atteints et largement dépassés, et l'Eurostoxx 50 qui travaille donc le niveau des 3300 points. Les matières premières viennent d'être couvertes de long en large. Si vous souhaitez avoir mon opinion, posez la question dans la section commentaires, sinon je n'en parlerai pas. Les paires majeures, je vais revenir sur ce que je vous ai proposé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar. Les paires croisées, c'est pareil, il y en a un certain nombre, je n'en parlerai uniquement si vous me posez une question. Et le Bund se reprend donc depuis hier sur une ligne de tendance haussière. La Banque Centrale Européenne a rappelé hier qu'elle mettait entre parenthèses son programme d'achat d'actifs en cette fin d'année. C'est logique, hein, le volume est moindre, c'est pas nécessaire. Par contre, elle n'a pas diminué le volume de ses achats d'actifs, c'est simplement un report. Elle en avait acheté davantage en décembre et elle en achètera un peu plus début janvier pour finalement équilibrer les choses sur ce qu'elle n'aura pas fait ici fin décembre. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading des CFD, des devises surtout et de manière générale des marchés financiers. L'USD4 qui est en train de dépasser les 1,39, bon, toujours fort, hein, ça c'est pas une surprise, c'est probablement la paire de devises la plus en tendance parmi les paires majeures ces derniers mois. L'agenda économique cette semaine au sein de la zone euro, ne cherchez pas, il n'y a rien du tout. Vous pouvez regarder chaque jour, il n'y a aucune statistique pour la zone euro cette semaine par Eurostat. Simplement la Banque Centrale Européenne qui mettra à jour l'évolution de la masse monétaire au sein de la zone euro vers mercredi jeudi, ce qui n'aura aucun impact sur le marché des changes. Donc il n'y a pas d'indicateurs macroéconomiques cette semaine au sein de la zone euro. Il n'y a pas non plus de résultats d'entreprise. Alors forcément, lorsque vous enlevez au marché les statistiques macroéconomiques, lorsque vous enlevez au marché les résultats d'entreprise et qu'en plus la plupart des salles de marché se sont vidées, notamment des salles de marché bancaires, eh bien cela peut se traduire par donc cette forme d'inertie haussière qui se développe sur le marché action, qui avance avec parfois des performances relatives importantes, sans pourtant constater un volume d'échanges conséquent, à peine 1 milliard d'euros hier négocié à la Bourse de Paris. Alors je vais commencer sur les indices boursiers, puis je vais aller directement aux choses qui comptent, hein. On va éviter le blabla. Le CAC 40, depuis le 22 décembre, remonte. La fin d'année positive. Donc le CAC 40, l'Eurostoxx 50, le DAX remontent depuis le 22 décembre. Hausse, première jambe de hausse entre le 22 décembre et le 24 décembre. Retracement, ça c'était hier, 50%. Je vous ai proposé ce matin un objectif à 4696 points en anticipant donc, après observation du momentum du marché,
la cassure de la résistance des 4650, c'est donc chose faite. Le CAC 40 revient au contact de ces 4696 points, c'est ce que je visais. Pour viser davantage, il faut déborder les 4696 points, ce que je n'anticiperai pas. Je ne sais pas si le marché le fera. S'il le fait, on montera à 4750. Ça, c'est le niveau pivot important sur le CAC 40. Le DAX, 10 800 c'est fait. 10 830 c'est fait aussi. C'était les cibles que mettait en évidence ce matin l'analyse technique. Lorsque le marché allemand a rebondi donc sur 38,2% de retracement de la phase haussière qui s'est développée entre le 22 décembre et le 24 décembre. Retracement hier, accélération. On revient donc à 10 833, c'est l'équivalent des 4007 sur le CAC. Ce sont des objectifs de cours défendus par l'analyse technique ce matin. Des objectifs qui ne seront pas forcément dépassés par le marché. Moi j'avais en tête le momentum du marché, donc la pente de la tendance. Je voyais cette pente s'accélérer, donc devenir de plus en plus verticale. C'est ce que soulignait l'avancée du RSI. Le RSI est revenu tout en haut. Désormais, je reprends une opinion neutre sur les indices boursiers au sein de la zone euro. 4007 sur le CAC, 10 833 sur le DAX. Pour aller plus haut, il faut déborder ces résistances, mais rien ne permet d'anticiper un tel scénario. En tout cas, ce sont des beaux objectifs de cours qui ont été atteints ici par le marché. Alors, on peut éventuellement tenter d'anticiper la suite des événements en travaillant l'Eurostoxx 50, mais qui ne donne pas encore la réponse. Je vous ai proposé ce matin une stratégie qui consistait à prendre des bénéfices à l'achat sur le CAC et le DAX si l'Eurostoxx 50 atteignait les 3300 points. Il a fait 3308, vaut actuellement 3299. Là, c'est aussi un niveau suffisamment fort pour qu'il soit nécessaire d'enregistrer une clôture journalière pour envisager son dépassement, ce que je ne ferai pas. N'anticiperai pas le dépassement de cette résistance. C'est donc un objectif de cours qui a été atteint. Je redeviens neutre en intraday sur le CAC, le DAX et l'Eurostoxx 50. Alors maintenant les paires majeures. Un mot sur le Bund, comme ça j'évacue ce sujet-là, du contrat de taux. Le Bund a donc rebondi sur une ligne de tendance haussière. Voilà, c'est la ligne de tendance haussière dont je vous ai parlé hier. Le marché a rebondi, a tenté de s'approcher de ses récents sommets à 159,37. Redescend désormais. Pourquoi? Parce que là, c'est un arbitrage entre classes d'actifs. Il y a un attrait pour le risque, des capitaux qui vont vers les marchés actions, qui quittent légèrement le marché de la dette souveraine. Ce qui a été inverse hier quand les actions ont baissé et que le marché obligataire a monté. Rien à attendre de spécial en cette fin d'année sur le Bund, puisque la Banque Centrale Européenne a mis entre parenthèses cette dernière semaine son programme de quantitative easing. Le marché devrait rester flat entre 157,80 et 159,37. Les matières premières, vous en avez parlé à l'instant, je pense que tout a été dit. Le taux de change euro-dollar, son analyse technique est inchangée depuis les deux grandes décisions de politique monétaire du mois de décembre, celle de la Banque Centrale Européenne le jeudi 3 décembre et celle de la Réserve fédérale des États-Unis le mercredi 16 décembre. 1,08 $ le support de la BCE, 1,10, 1,1040 la résistance de la Réserve fédérale. Le marché a pour l'instant échoué deux fois sous la résistance de la Réserve fédérale. Je suis parfaitement neutre sur le taux de change euro-dollar. Sous les 1,10, 1,1040, le marché ne bouge plus. Je constate par contre que parmi les actions de la zone euro, les grandes valeurs dollars, alors une valeur dollar c'est quoi? C'est une valeur qui a des coûts de production en euros et qui encaisse en chiffre d'affaires des dollars, et donc qui bénéficie de la baisse du taux de change euro-dollar. J'observe ce matin qu'elles sont soutenues. Ce qui ne m'invite pas forcément à défendre la capacité de l'euro-dollar à dépasser les 1,1040. Après, il y a les actions et il y a les statistiques américaines. Il y a malgré tout, même si on n'a pas cette semaine de statistiques pour la zone euro, il y a quand même des statistiques macroéconomiques américaines, et notamment cet après-midi, un indicateur avancé pour le secteur immobilier résidentiel et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board. Ce sont des chiffres attendus respectivement à 15h et à 16h qui auront un impact sur le dollar américain. Donc l'euro-dollar, rien à dire, on temporise sous les 1,10, 1,1040. Le taux de change USD CAD a rebondi ce matin, là aussi sur un retracement. J'utilise pas tout le temps les ratios de retracement, mais ce matin je peux constater que c'est très efficace. En cette période de
de fin d'année. L'USD CAD qui a rebondi sur 50% de retracement de son avancée du 27 décembre au 28 décembre. 1,3864 qui repart en avant. Bon, qui attaque désormais ses sommets du 28 décembre. C'est le même topo que sur les marchés actions de la zone euro. Il y avait ce matin des niveaux de support qui ont agi favorablement sur les cours. Désormais 1,3915 c'est une résistance, il faut la dépasser pour aller plus haut, ce que je ne ferai pas et ce que l'analyse technique pour l'instant ne permet pas d'envisager, à moins d'enregistrer une belle clôture horaire, une clôture horaire qui verrait par exemple 1,3920, et là pourquoi pas réenvisager de revenir tester les 1,40 d'ici la fin d'année. Alors du côté des paires de devises corrélées au risque, et notamment le taux de change USD-Yen, stabilisation sur un chiffre rond, le niveau des 120 yens. Alors, les chiffres ronds sont considérés comme des niveaux appartenant à l'analyse chartiste, en tout cas ce sont des niveaux techniques. Et ce que je constate, c'est que le taux de change USD-Yen se stabilise sur les 120 yens, un support que le marché a formé depuis le mois d'octobre dernier. Alors c'est vrai qu'hier dans le Good Morning Euro-Dollar, j'avais expliqué que la stratégie qui consistait à acheter l'USD-Yen sur 120 était une stratégie qui m'intéressait, tout comme celle d'acheter l'USD-CAD. L'USD-CAD ça a fonctionné, l'USD-Yen est au même niveau, c'est-à-dire que on était à 120.40 hier, on est à 120.40 ce matin, et là nous sommes à 120.43. Alors, ce qui m'avait amené à m'y intéresser, le support de 120 yens, est toujours présent. Par contre, ce qui n'est pas présent, c'est la réaction du marché. On tient le niveau, mais on ne rebondit pas. J'envisageais 121 yens, ce qui peut encore être fait. Donc, je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. Et donc, je vais vous dire que, en effet, l'analyse technique m'invite toujours à viser les 121 yens, tant que le support à 120 yens est préservé. Mais c'est pas punchy, comme dirait Sylvain. C'est pas l'USD CAD. Donc, qu'est-ce qui peut l'influencer? Rien en provenance du Japon. Les statistiques américaines. L'USD Yen peut monter à 121 si cet après-midi l'environnement macro US est solide. S'il n'est pas solide, on n'ira pas à 121 yens. L'AUD USD a rebondi sur une ligne de tendance haussière de 30 pips, mais revient chercher une résistance à 0,7280. Il la teste, il passe pas. C'est comme l'USD CAD avec les 1,3915, ou le DAX avec les 10 833, ou l'Eurostoxx 50 avec les 3300, ou le CAC 40 avec les 4007. C'était des objectifs de cours. Maintenant, le marché les atteint. Des petits objectifs de cours pour quelques dizaines de points sur les indices boursiers, quelques dizaines de pips sur les taux de change. Maintenant, voilà, le marché les atteint. Certains peuvent prendre des bénéfices. Pour aller plus haut, il faut dépasser les niveaux, tout simplement. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas. Le GBP USD, voilà quelque chose qui prend forme. Je reste toujours vigoureusement baissier sur le GBP USD tant qu'on se maintient sous les 1,4960 et les 1,50. Le GBP USD a cassé une ligne de tendance. Je vais vous la montrer, je la positionne ici. Voilà la ligne de tendance que le GBP USD a cassée le 28 décembre, hier. Et en fait, il a fait un pullback. Ce que je n'avais pas remarqué ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, ce que j'ai relevé depuis et ce que je vous présente maintenant, le GBP USD reste baissier. Lorsque vous regardez le positionnement des traders particuliers chez FXM, donc vous allez dans cette nouvelle section du site, Sentiment, il y a presque toujours 70% d'acheteurs sur le GBP USD. Ça fait partie des indicateurs contrariens qui permettent de défendre la tendance baissière, car le GBP USD est baissier. Donc, c'est possible que le marché reparte déjà à la baisse. On est en train de travailler à un niveau, les 1,4873. Si le marché emporte en clôture H1, on va pas attendre la daily H1, donc à midi ou à 13h, peu importe, en données horaires. Si le GBP USD casse le support des 1,4873, on aura un signal de vente pour retomber en direction des 1,48. Et je pense que cette fois-ci, si le GBP USD retombe en direction des 1,48, ce sera cette fois-ci pour aller chercher donc les fameux 1,4750 $. Qui reste mon objectif sur le câble à la baisse, tant qu'on se maintient donc sous les 1,4950, 1,50 $.
Le NZD-USD s'est donc approché, mais n'a pas rejoint précisément, je vais me mettre en H4, le niveau des 0,6897 $. Attention en H4, Shooting Star, petit chandelier de temporisation sur le NZD-USD. Il n'y a pas de div, il n'y a rien. Le marché reste dans cette phase de reprise haussière hachée, mais qui voit quand même le marché continuer de progresser. On peut tracer des lignes de tendance haussière qui accompagnent au plus près la reprise actuelle du cours du taux de change NZD-USD. Donc en l'état, voilà, au-dessus des 0,6823, qui est un support qui a été formé hier par le marché, c'était ce cours de clôture cassé, pullback, ça repart. Là on fait une légère temporisation, mais je pense toujours que le NZD-USD peut remonter, chercher cette semaine les 0,78 et 0,6897 $. Voilà, le US dollar index est parfaitement neutre. Je laisse ici le CAC, le DAX et tous les actifs qui vous intéressent. Et puis écoutez, je vais me tourner vers vos questions, puisque concrètement, voilà pour les actifs majeurs. Les matières premières, vous en avez déjà parlé. Alors les questions, c'est parti. Tout à fait, visiteur, l'euro-dollar. Alors si je zoome sur l'euro-dollar en données horaires, il fait un range qu'on peut délimiter entre 1,0960 et 1,10. Voilà. Voilà, l'euro-dollar à très court terme fait un range entre donc 1,0960 et 1,10. Donc Olivier, bonjour. Vous me posez une question donc, sur le GBP USD. Alors je viens d'y répondre, mais je vous repropose la vue de marché. Elle est baissière. Je reste fondamentalement baissier sur le câble. Techniquement complètement baissier sous les 1,50 $. Et à court terme, on vient d'échouer sur cette ligne de tendance. On a fait un pullback. Et là, le GBP USD est en train de briser le support à 1,4873. Si ça se confirme donc sur la base d'une clôture horaire, et avec cet après-midi un cadre statistique US pas mauvais, cela, en tout cas, si le dollar doit se renforcer, il y a un taux de change qui le baissera le plus, c'est le GBP USD. Et un qui montera beaucoup, l'USD CAD. Donc moi j'aime bien cette stratégie d'être toujours short du GBP USD et long du taux de change USD CAD. Je pense qu'on comprend bien la logique. Bonjour Karzelen. Bonjour Sarah. Alors mon avis sur le WTI. C'est parti. Alors, un canal baissier en données journalières, le voici. Si je prends un peu de recul en données journalières, je constate qu'hier, ce qui a techniquement donné du fondement au repli du prix du pétrole de 3 $, alors bien sûr qu'il y a des fondamentaux qu'on connaît, qui vous ont été rappelés à l'instant, mais sur le plan technique, c'est cette résistance sur l'US Oil, les 37,73. En fait, c'est le plus bas du mois d'août dernier. Voilà, je suis en données journalières, attention, je ne suis pas en intraday là. Donc voilà, si vous vous concentrez ici sur ces bougies japonaises en données journalières, le marché est remonté et a hier fait une jambe de baisse. Alors, je ne sais pas si on va retomber tout en bas, mais ce que je constate, c'est que pour l'instant, on se maintient sous les 37,73. Ce qui serait positif pour le prix du pétrole, US Oil notamment, c'est de réaliser une clôture D1 au-dessus des 37,73. Et là, on remontera chercher 40. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si je zoome, cette fois-ci, en données horaires, on a donc là hier le rejet dans la partie haute de ce canal baissier. Et j'ai quand même le sentiment donc, que le prix du pétrole reste quand même sacrément sous pression. Regardez Lucas Oil, le Brent, le niveau des 36,20 $, au centime près le plus bas du mois de décembre 2008, le plus bas du prix de l'énergie au plus fort de la crise financière, 3 mois après la faillite de Lehman Brothers. Alors on était là en août 2008. Le fait de voir certaines paires de devises ayant en contrepartie le dollar canadien toujours recherché, m'invite quand même à rester prudent sur les stratégies de forte reprise du prix du pétrole. Je crains toujours
au premier trimestre 2016 que le prix du pétrole enfonce ses plus bas de 2008. Alors bonjour, un mot sur l'euro-yen et le GBP-yen. C'est parti. Alors, l'euro-yen, analyse technique parfaitement inchangée depuis le 18 décembre. Parfaitement inchangé. Il y a un niveau technique qui compte, en dessous duquel le marché reste, c'est le niveau des 132,43. Donc pour moi, le risque sous les 132,43 reste la baisse. Le GBP-yen. Alors le GBP-yen, je reste baissier sous les 180,35. Tendance baissière. On a cassé les plus bas de septembre 2015. Les 180,35 sont désormais résistance. La livre sterling est sous pression. Le yen ne baisse plus, voire se renforce. Parce que la Banque centrale du Japon n'a pas l'intention d'aller plus loin dans ses mesures accommodantes. Le GBP yen, tout comme le GBP USD, sont des bonnes stratégies de vente et peuvent le rester en janvier. Je pense que le GBP yen peut baisser jusqu'à 176,50. Et à court terme, si vous zoomez, on est en train de faire un range dans une tendance baissière. Un schéma classique de pause latérale avant de reprise de la tendance baissière. Je reste donc techniquement baissier sur le GBP yen sous la première résistance à 180,35. Et honnêtement, parmi les paires en yen, je préfère largement la stratégie de vente du GBP yen que l'utilisation du support à 120 yens sur l'USD yen. Le seul avantage des 120 yens sur l'USD yen, c'est que sous 120, il faut tout couper, le risque est limité à 30 pips. Mais je préfère la vente du GBP yen parce que la livre sterling est sous pression, et ça c'est ce que me montre la tendance du GBP USD et la tendance de l'évolution du Speculative Sentiment Index sur le GBP USD en lien avec la tendance baissière du prix du GBP USD. Alors le GER30 reste haussier aujourd'hui, il était sur support, 38% de retracement, il a atteint 10 800 points, il a atteint 10 833 points, il reste haussier, peut-il casser les 10 833 points? Il le peut dans le cadre de l'inertie haussière de fin d'année. S'il casse les 10 833 points, où est-ce que va le DAX? 10 900. Voilà, ce sera la cible. Si on brise aujourd'hui en clôture H1, un chandelier H1, celui de midi par exemple, s'il fait 10 850, on ira à 10 900. Un visiteur me pose une question directe. Le CAC et le DAX, ils vont monter ou ils vont baisser? Eh bien, vous me posez une question directe. Moi, je vais vous donner une réponse directe. Ils vont monter. Voilà, ça c'est le fond de ma pensée. C'est le fond de ma pensée. Et je pense qu'on peut viser 10 900 sur le DAX et que le CAC ira chercher précisément 4 696 et probablement 4 700 points aujourd'hui. Alors que faudrait-il pour que la livre sterling ne soit plus sous pression? Eh bien que les fondamentaux de l'économie britannique s'améliorent et notamment l'évolution des prix. Et c'est ça qui a mis beaucoup de pression sur la Banque d'Angleterre et qui l'a amené à infléchir sa politique monétaire. Il n'est plus question de la part de la Banque d'Angleterre de relever ses taux ou de penser même à supprimer son programme de quantitative easing. Donc là, honnêtement, pour que la livre sterling ne soit plus sous pression dans l'immédiat, je vois pas en fait ce qui pourrait faire ça. Et techniquement parlant, c'est vraiment hyper baissier. Et les deux meilleures stratégies sont la vente du GBP yen et la vente du GBP USD. La vente du GBP yen sous 180,35. Vous avez pour vous la tendance des prix et la tendance du Speculative Sentiment Index, ainsi que la vente du GBP USD sous les 1,50$, toujours pour viser 1,4750. Qui aurait cru à une hausse de 40% de l'essence en Arabie Saoudite? Paradoxe. En effet, qui l'aurait cru, mon cher Omer?
Alors, nous sommes le mardi 29 décembre 2015 et lorsque vous regardez la programmation de la salle de trading sur dailyfx.fr, vous avez noté que cet après-midi, il n'y a pas les émissions habituelles. Pour certains, vous le savez déjà, pour d'autres, vous ne le savez pas. Nous entrons aujourd'hui dans la demi-journée numéro 2 de nos 3 jours de formation gratuite. Demi-journée numéro 2, hier, c'était l'analyse fondamentale. Alors, vous avez une playlist qui a été créée sur notre chaîne YouTube. Vous avez tous les enregistrements de la première demi-journée hier sur l'analyse fondamentale. Aujourd'hui, c'est l'analyse technique. Toujours pareil, on sera progressif. De 14h à 15h, on commence par les bases de l'analyse technique. Et les bases de l'analyse technique, c'est quoi? C'est l'analyse visuelle, l'analyse chartiste, le graphique standard, les supports, les résistances, les lignes de tendance. Sylvain vous présente ça. De 15h à 16h, le trading avec les chandeliers japonais, probablement la représentation des prix la plus efficace, qui vous donne 4 données de prix et qui surtout a l'avantage de proposer des configurations en chandelier japonais qui donnent des signaux de trading à court terme. Ça, on vous présente ça de 15 à 16. Entre 16h et 17h, on parle beaucoup de suivre la tendance du marché. Mais comment analyser l'état de santé de la tendance? C'est bien gentil de dire que le marché est haussier, mais est-ce que cette hausse peut durer? C'est ce que vous dit le momentum du marché. J'ai étudié avec vous cet après-midi 2 indicateurs de momentum, le Rate of Change, ou ROC sur la plateforme, et le RSI. Et enfin, entre 16h et 17h, l'approche contrarienne des marchés financiers, comment étudier la tendance d'un actif avec le Speculative Sentiment Index, Strong Week et le Commitment of Traders ou COT. Et ça vous sera présenté entre 17h et 18h. Voilà pour le programme de l'après-midi, donc bon appétit à tous et j'espère que vous serez donc nombreux et nombreuses à partir de 14h ici même pour notre demi-journée analyse technique. Merci à tous et à tout à l'heure.